Vous allez suivre malgré tout. Donc, juste en quelques mots, je suis Cécile Vernudaki et je suis avocate associée au sein d'un cabinet d'affaires qui s'appelle Anders Avocat. Et moi, j'accompagne mes clients qui sont soit des fournisseurs de services numériques au sens très large du terme, éditeurs, intégrateurs, ESN, etc. Et aussi, et là plutôt côté grand compte, des clients utilisateurs de ces services numériques. J'interviens sur la conformité numérique d'une manière générale et sur beaucoup de négociations de contrats informatiques. Et notamment, en ce moment, ce qui m'occupe beaucoup, c'est justement les sujets de cybersécurité avec les annexes DORA. Alors, on l'a déjà, on l'a dit, on l'a redit. Je suis désolée, il va peut-être y avoir des redites par rapport à mes prédécesseurs. Mais pour peut-être replacer un peu le sujet dans un contexte juridique et de contrat, ben, finalement, à quoi ça sert d'avoir un contrat? Un cas client qu'on a eu au cabinet il y a quelque temps. Un établissement hospitalier se fait attaquer via une compromission d'un compte fournisseur. Euh, et en fait, mon client vient me voir. Le client était éditeur d'une solution qui fournissait à l'établissement de santé, avait sous-traité le support utilisateur de cette application à un fournisseur qui avait rien trouvé de mieux que de laisser sur son Google Workspace les identifiants et les mots de passe dès l'accès VPN des professionnels, en clair. Voilà, latéralisation de l'attaque, etc. On regarde le contrat avec le prestataire, on regarde le contrat avec évidemment le client, puisque sans doute que sa responsabilité va être mise en cause. Et des deux côtés, en fait, on se rend compte qu'il y a des engagements très peu précis, pas de déclaration de sous-traitant de la part de notre client, pas d'annexe RGPD, enfin bon voilà, une documentation contractuelle ancienne, pas robuste du tout. Et puis, à la fin des fins, on a un sous-traitant de second rang qui a une TPE, qui a une assurance faible. Enfin bon, probablement que si notre responsabilité est engagée, qu'on se retourne contre le sous-traitant, on ne récupérera pas grand-chose. Donc, moralité, la cybersécurité, ça se négocie dans le contrat, ça se contrôle et ça se prouve. Ça, c'est déjà des choses qu'on a dit auparavant. Très rapidement, je crois qu'on a déjà cité ce chiffre, il y a 30% des attaques qui concernent la supply chain. De façon assez peu surprenante, c'est notamment les prestataires IT qui sont le plus attaqués. Voilà, la supply chain IT, c'est une constellation à la fois de ressources critiques et de fournisseurs critiques qu'il convient d'essayer de maîtriser et notamment d'essayer de maîtriser par le contrat. Et on verra aussi que le tsunami numérique auquel on fait face aujourd'hui, hein, la réglementation européenne, CRA, Data Act, DORA, NIS2, etc., ça va aider aussi, je pense que c'est aussi une réponse à la question de tout à l'heure, ou à la remarque de tout à l'heure, la réglementation qui va être obligatoire et qui va se transcrire dans les contrats va aider à élever le niveau de cybersécurité. Mais en tout cas, de mon expérience, ce que j'observe, alors c'est en train de changer précisément grâce ou à cause de ces réglementations, mais ce que j'ai pu observer moi de ma pratique et de mon retour d'expérience sur les vulnérabilités contractuelles, hein, pour reprendre un terme affectionné dans le secteur de la cyber. La première des choses, c'est que, et je crois qu'Alban, tu l'as dit tout à l'heure, on utilise parfois des modèles de contrat qui ne sont pas adaptés à la réalité technique. Il y a de nombreux intervenants dans la supply chain, de fortes dépendances en cascade, et ce n'est pas toujours compris par les juristes qui ont rédigé les clauses, pour des tas de raisons. Moi, j'ai en tête, par exemple, des modèles de contrats de revente de logiciels où le client il a l'impression que le revendeur il est responsable de tout, y compris des bugs techniques ou des incidents de cyber, des logiciels qui sont revendus ou qui sont concédés en licence. C'est pas le cas. Donc, si on n'a pas
cartographier si on n'a pas lu aussi clairement, si on n'a pas compris ce qui est vendu techniquement, il risque d'y avoir une dilution des responsabilités, voire un trou dans la raquette. Ensuite, bon, je le disais, c'est de moins en moins le cas, mais notamment dans les ETI ou les PME, vous avez des clauses de sécurité qui sont tout à fait imprécises. C'est plutôt des engagements de moyens génériques qui ne sont pas efficaces parce qu'en fait, si vous n'avez pas de référentiel technique opposable, eh bien, ça sera beaucoup plus compliqué si vous êtes client de prouver la défaillance du prestataire. La sous-traitance non encadrée, alors malgré le fait que le RGPD impose de déclarer ses sous-traitants, malgré aussi DORA et aussi NIS2, eh bien, parfois, on a quand même aussi des trous dans la raquette sur la sous-traitance. Et c'est pour moi l'occasion de rappeler l'importance de la localisation de la data et de savoir où est localisée la data. C'est d'ailleurs une des exigences de la réglementation sur DORA. Donc, quand vous autorisez de façon tacite le recours à un sous-traitant qui est situé en dehors de l'Union européenne, sans aucune maîtrise de rien du tout, eh bien, vous vous exposez. Et puis parfois, la sous-traitance, elle n'est simplement pas déclarée. C'était le cas avec mon client. Et en fait, le donneur d'ordre initial découvre au moment de l'incident l'existence de sous-traitants ultérieurs. En matière de gestion des incidents, ça change encore une fois avec la réglementation, mais jusqu'à présent, c'était assez peu courant qu'on oblige le prestataire à divulguer un incident de sécurité. Une violation de données, oui, avec le RGPD, mais sur la partie sécurité, c'était différent. Autre point très important, les fameuses clauses de responsabilité. On est souvent dans le numérique sur des modèles de responsabilité partagée. Et parfois, alors ce n'est pas le cas chez les grands comptes qui sont tout à fait rompus à l'exercice de la négociation de ces plafonds, mais on verra tout à l'heure que si vous négociez un plafond de responsabilité qui est extrêmement faible, en cas de problème, eh bien, vous aurez une indemnisation extrêmement faible, alors que les risques étaient beaucoup plus importants que le plafond du montant annuel du contrat, par exemple. Et aussi, ce que je peux rencontrer souvent, c'est on n'a pas de procédure, ou en tout cas pas très claire, de reprise des données, pas de process de réversibilité bien écrit, ce qui fait que s'il y a un incident qui survient et que vous êtes obligé d'arrêter la prestation, vous êtes à risque également, puisque vous êtes en situation de dépendance. J'oublie, j'ai pas mentionné un point qui est hyper important aussi sur les vulnérabilités contractuelles, c'est le droit applicable. Évidemment, quand on est un client français, il faut absolument négocier que le droit applicable au contrat soit le droit français. Pour moi, c'est un no-go si effectivement vous avez un client qui refuse d'appliquer le droit français. C'est un droit qu'on connaît, qui est assez équilibré, assez protecteur. Donc, ça, c'est un point absolument indispensable à négocier dans vos contrats. Même avec les hyperscalers, c'est possible de négocier du droit français. Alors, bonne pratique dans la négociation, enfin, sur les clauses qu'il faut intégrer dans vos contrats. Alors, évidemment, ça dépend de qui vous êtes, vous, client, quelle est votre taille, quel est votre poids, voilà, quel est le rapport de force qui existe entre le fournisseur et le client. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on est sur des modèles de partage de responsabilité, mais parfois les clients, alors pas les clients grands comptes qui ont un niveau de maturité assez important sur ces sujets, mais quand vous êtes une PME et que vous confiez votre système d'information à un petit prestataire informatique, un petit prestataire d'infogérance, en fait, vous ne savez clairement pas ce que vous externalisez et qui doit faire quoi. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ça a été dit précédemment, il faut écrire les choses de façon très précise, et la matrice de responsabilité, c'est une manière d'y voir plus clair sur à qui incombe quoi. On verra tout à l'heure.
par exemple, que dans l'histoire, sur le sujet des plafonds de responsabilité, dans l'incendie d'OVH, eh bien, en fait, la responsabilité de la continuité d'activité, elle n'incombait pas à OVH Cloud, évidemment, elle incombait au client. Un point important aussi sur la nature de la clause de sécurité. On parlait des clausiers tout à l'heure qui sont intégrés dans les contrats des clients grands comptes. C'est le cas dans le secteur banque assurance. Moi, je travaille beaucoup pour des entreprises qui relèvent de ce secteur-là, soit des courtiers, soit des prestataires qui travaillent dans le secteur banque assurance. En fait, c'est quoi la nature de l'obligation de sécurité et puis, en fait, quelles sont les conséquences juridiques? Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces notions d'obligation de moyens, d'obligation de résultat. Mais en gros, l'obligation de moyens, elle est reliée à un aléa. Vous allez mettre tout en œuvre pour arriver à un résultat, mais que vous ne garantissez pas parce qu'il y a un aléa. C'est l'obligation de conseil, c'est l'obligation du médecin. Alors, est-ce que c'est très important l'enjeu parce qu'en fait, si vous êtes sur une obligation de moyens, c'est au client de prouver que vous n'avez pas respecté vos engagements. Et ce n'est pas toujours facile en fonction de ce qu'il y a dans le contrat. Bon courage. Vous avez l'obligation de résultat à l'autre bout de la chaîne, c'est exactement l'inverse. Vous garantissez un résultat et en fait, c'est au prestataire d'essayer d'expliquer pourquoi il n'a pas atteint son objectif. Et les causes d'exonération de responsabilité ne sont pas évidentes aussi pour le prestataire. Donc, c'est typiquement un engagement de niveau de service sur de la sécurité, le respect des délais, etc. Ce sont des engagements mesurables objectivement et quantifiables aussi de façon objective. Donc, on a un renversement de la charge de la preuve. On considère aujourd'hui la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice qui ont été prises, soit judiciaires, soit administratives. On a tendance à considérer aujourd'hui que l'obligation de sécurité, c'est une obligation de moyens renforcés. Donc, ça va être au prestataire de prouver pourquoi il n'a pas réussi à atteindre les objectifs de sécurité qui ont pu être fixés dans le contrat. Comment rédiger une clause de sécurité efficace? Toujours le même principe, il faut essayer d'être le plus précis possible, ou sinon de faire référence à des normes, à des standards que tout le monde connaît, sur lesquels tout le monde s'entend. On peut faire référence à l'état de l'art. L'état de l'art, c'est quoi? C'est l'ensemble de la réglementation, mais aussi l'ensemble de la jurisprudence et des bonnes pratiques, ANSSI, CNIL, etc. Généralement, vous avez une clause générique dans le contrat sur des engagements et vous renvoyez de façon précise à des annexes sécurité. Vous pouvez avoir un plan d'assurance sécurité, on en a parlé, un plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité. Vous pouvez également avoir des annexes DORA aujourd'hui, spécifiques. DORA, c'est la réglementation européenne qui impose au secteur banque assurance de renforcer sa résilience, la résilience du secteur et en cascade le niveau de maturité de sécurité de ses fournisseurs. Vous pouvez aussi, il y a certaines obligations que vous n'auriez même pas besoin de mettre dans le contrat puisqu'elles s'imposent d'elles-mêmes. Ce sont des obligations légales. J'y reviendrai tout à l'heure. Et leur respect s'impose indépendant de toute stipulation contractuelle. Ça, c'est très important. Est-ce que l'obligation de sécurité, c'est une notion évolutive? A priori, oui. Et la réglementation européenne va plutôt dans ce sens-là. Quand vous voyez dans DORA qu'en fait, sur des prestataires critiques ou des prestataires au soutien de fonctions critiques et importantes, le client peut faire évoluer les clauses de sécurité en fonction du risque, en fonction de la situation précise. Ça pose quand même des questions sur la prise en charge financière de la montée en maturité du fournisseur. Très importante, ces clauses de plafond de responsabilité sur lesquelles les avocats, les juristes peuvent négocier pendant des mois. Ça arrive sur des gros projets. Là, je vous ai
donner un exemple un peu concret, un peu parlant. Vous avez tous en tête le souvenir de l'incendie qui a détruit les data centers d'OVH à Strasbourg en 2021, je crois. OVH a été attaqué par plusieurs clients, mais un de ses clients, c'était un courtier en travaux qui avait toutes ses données hébergées chez OVH. En fait, en première instance, le OVH a été condamné. Alors, je ne sais plus quel montant, mais un montant de l'ordre de 50 000 euros, je crois, de dommages et intérêts, alors que le client demandait beaucoup plus. Hein. Mais la Cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement en considérant que, en fait, OVH n'avait pas l'obligation de proposer, d'assurer une sauvegarde sur un site géographiquement distinct à son client. Et preuve en était que OVH Cloud avait proposé à ce même client une sauvegarde, un PRA avec une offre distincte à laquelle il n'avait pas voulu souscrire. Là, la Cour a considéré que la clause limitative de responsabilité était valable et donc, certes, il y avait eu perte des données, mais le plafond de responsabilité s'appliquait et donc le client a été indemnisé à hauteur de 1800 euros, ce qui correspond au coût de 6 mois d'émergement. Bon, c'est absolument dérisoire par rapport à la demande du client original qui demandait plus de 6 millions d'euros, dommages et intérêts. Donc vous voyez tout l'intérêt de se poser la question, de lire son contrat et de négocier un plafond qui soit adapté à vos risques. Le contrat, c'est une boussole, ça n'a pas forcément vocation à être... l'objectif, et on l'a dit, on l'a redit à plusieurs reprises, on n'est pas là pour se battre avec son partenaire devant un tribunal, il y a l'aléa judiciaire, ça va prendre des années. C'est pas la meilleure des solutions, loin s'en faut. En revanche, en amont, négocier un contrat qui va vous servir de boussole, c'est absolument indispensable pour gérer son risque, y compris cyber. Il faut aussi articuler les sujets de responsabilité avec d'autres moyens, d'autres mécanismes de gestion du risque. On a parlé tout à l'heure de pénalités, hein, d'engagement de niveau de service associés à des pénalités qui sont automatiquement appliquées à votre prestataire s'il ne respecte pas son engagement. Engagement de cyber, par exemple, mais ça peut être aussi de la qualité, de la disponibilité, etc. Ça a un effet très dissuasif. Vous pouvez intégrer aussi des garanties contractuelles, des garanties de conformité à la réglementation, des garanties de sécurité qui sont des moyens juridiques différents de la responsabilité ou de clauses de sécurité telles que le PASS, des engagements de sécurité tels que le PASS. Évidemment, vous pouvez aussi, et vous devez, requérir de vos fournisseurs qu'ils soient titulaires d'une assurance responsabilité civile et éventuellement, en fonction du risque, d'une assurance cyber. On a parlé du contrat et des clauses absolument essentielles à négocier, ou en tout cas des points de vigilance pour maîtriser son risque cyber. On constate aujourd'hui une évolution de la réglementation qui va en faveur de cette résilience cyber. Pour nous citer certaines réglementations, NIS 2, hein, qui va couvrir des secteurs qui sont sociétaux critiques, hein. DORA qui s'applique pour le secteur banque assurance, le RGPD, on l'a cité, qui s'applique aux données à caractère personnel. Toutes ces réglementations, il faut le redire, sont d'application, ont des effets extraterritoriaux, on va dire. Ils s'appliquent également à des fournisseurs étrangers qui fournissent leurs services sur le territoire de l'Union européenne. Le CRA, Cyber Resilience Act également, qui prévoit l'obligation pour les éditeurs de produits comportement des éléments numériques mis sur le marché au sein de l'Union européenne de déclarer les vulnérabilités, et il y a un système d'alerte et de notification. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça va apporter? Effectivement, davantage d'obligations de cartographier ses prestataires. On l'a dit tout à l'heure, ça devient vraiment une obligation légale
d'évaluer en amont son prestataire via la due diligence, via l'audit. Au cours de la relation commerciale, effectivement, de continuer à surveiller ses prestataires, etc. etc. Pardon. Bon, ça, je vais passer. En synthèse, voilà, le contrat, il faut le voir comme un outil et une boussole aussi de cybersécurité, un outil de cybersécurité comme un autre. Donc, pour synthétiser un peu ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'il faut absolument avoir dans un contrat? Des obligations de cyber opposables, avec des référentiels techniques, des engagements techniques opposables, un droit d'audit étendu. Certaines réglementations, d'ailleurs, obligent les fournisseurs de rang 1 à avoir dans les contrats des clauses qui vont permettre l'audit par le client initial ou même par les autorités de contrôle du sous-traitant de second et troisième rang. L'assurance obligatoire, un plafond de responsabilité adapté à votre risque, des procédures de notification d'incidents ou de vulnérabilité. Hein, attention au délai, c'est 24 heures dans NIS 2 et au maximum 72 heures pour une notification complète. Donc il faut absolument que le prestataire, dans son contrat, ait cette clause qui l'oblige à remonter immédiatement les incidents de cyber. Pour que vous puissiez maîtriser la chaîne d'approvisionnement, il faut que vous puissiez avoir la main sur des sous-traitants ultérieurs. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand vous avez affaire avec des hyperscalers, de toute façon, vous n'avez pas le choix sur la sous-traitance, mais ça pourrait être peut-être un des critères de sélection d'un fournisseur dans le cadre d'un appel d'offres, hein, auquel cas, vous écarteriez ce genre de prestataire. La réversibilité, on en a parlé tout à l'heure. Ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais qui a été mentionné précédemment, c'est qu'effectivement, dans le contrat, il faut avoir une clause, ce qu'on appelle de gouvernance, en fonction, bien sûr, de la situation, de la prestation. Il est recommandé d'avoir des instances, des comités qui se réunissent de façon périodique pour à la fois vérifier la qualité de la prestation et puis évaluer aussi peut-être les engagements de niveau de service en termes de cybersécurité. Pour finir, quelques mots. Pour moi, la vulnérabilité juridique, elle est aussi critique que la vulnérabilité technique. Un contrat mal rédigé, en fait, ça va être une vraie faiblesse. Tant dans le cadre d'un contentieux qu'à l'égard d'un éventuel contrôle d'une autorité de contrôle, hein, la CNIL, demain l'ANSSI, des autorités de supervision bancaire peuvent venir auditer vos contrats. Ils ont annoncé d'ailleurs, le secteur bancaire, qu'ils allaient contrôler maintenant les banques et les assurances, enfin, surtout le secteur bancaire d'ailleurs. Et en fait, là, il y a une sorte de mouvement de panique qui s'empare du secteur bancaire et où les avenants DORA sont envoyés à la chaîne pour éviter de se prendre des sanctions. Pour moi, le contrat, c'est alors votre premier outil, sans doute pas, mais c'est un outil de gestion des risques, clairement. On va vraiment vers davantage de sécurité intégrée dans les contrats grâce à l'évolution législative européenne. Et puis aussi, ce que je préconise pour éviter d'avoir ces gaps entre la technique et le juridique, c'est que le contrat, il soit, alors évidemment, chez les grands comptes, il y a des modèles de contrats, etc., mais que le plus possible, il y ait une collaboration entre le RSSI et le juridique pour que la prestation, elle soit encadrée de façon vraiment adaptée à la prestation, au risque pris, etc. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être pour Dora, j'avais la réponse à ta question, Eric. Ouais. Sur Dora.